Voici l'évolution du château de Compiègne, devenu palais impérial, depuis sa reconstruction par Louis XV jusqu'à ses derniers grands travaux avant la chute du Second Empire. Les étapes dont il est question ici ne concernent que le gros œuvre bâti et laissent de côté tout ce qui concerne les modifications dans les aménagements intérieurs avec les décors et le mobilier. Dans un premier temps, voyons à quoi ressemblait ce premier château. Nous sommes en 1734 et Louis XV est au pouvoir. Le jeu de paume, la connétablie et cette entrée monumentale ont été créés sous François Ier. Les rois mentionnés ici ont tous connu ce château et y ont vécu. Sous Louis XIV, cet ensemble était devenu trop petit pour héberger la cour. Le roi disait alors qu'il était logé à Versailles comme un roi, à Fontainebleau comme un prince et à Compiègne comme un paysan. Voilà ces appartements qu'il a fait aménager, et la chapelle. Ces deux ailes sont les seuls repères qu'il nous reste pour comparer les deux édifices. Alors comment sommes-nous passés de ce petit château au palais actuel? Eh oui, il a fallu 136 ans pour en arriver là. Tout d'abord, revenons au plan du premier château. Cette frise va nous donner un repère dans le temps pour mieux situer les phases de construction. Le premier architecte du roi depuis 1735 est Jacques V Gabriel. L'ambition du roi est énorme. Il faut un château plus grand alors que la place est restreinte. Alors il y a deux possibilités. Construire dans la ville et raser au bas mot une centaine de maisons, ou construire de l'autre côté du rempart, dans les champs. De nombreux projets sont proposés, l'hésitation est grande, mais aucun projet hors de la ville ne trouve grâce auprès du roi. Il faut gagner de la place dans le tissu urbain. L'architecte veut parer au plus pressé. Il doit agrandir considérablement le château là où on peut le faire sans trop de difficultés, c'est-à-dire au nord. Oui, la carte est à l'envers. Il se passe tout de même 9 ans entre la première visite de Louis XV et les premiers grands travaux qui durent 5 ans. Avec cette première phase, la superficie des logements a déjà plus que doublé. Il crée l'aile de Mesdames, du Cardinal Fleury, du Dauphin et l'aile rue de la Chapelle. En 1742, Jacques V Gabriel décède, son fils Henri-Jacques Gabriel reprend sa charge et ses travaux. 5 ans de plus à attendre et on aménage une orangerie en rez-de-chaussée pour les 50 orangers en caisse qui composent une partie du potager du roi, l'actuel jardin des roses. L'étage qui est construit plus tard sert de logement à la maîtresse du roi, Madame de Pompadour. L'année suivante, en 1748, Gabriel déplace ce jeu de paume à l'extrémité du château. Cette année-là, il signe le grand projet, qui consiste en des aménagements non seulement pour le château, mais aussi pour le jardin qui doit devenir un parc de 20 hectares, des allées qui rayonnent dans toute la plaine de Compiègne qu'il faut planter d'arbres, sans compter les nombreuses symétries. En 1752, les travaux reprennent pendant 3 ans pour construire l'aile du Dauphin et un pavillon au bout de l'aile de Mesdames. Puis le roi acquiert les terrains nécessaires à l'agrandissement vers la ville pour une aile. Celle-ci est construite après la guerre de 7 ans en 1763 avec au bout le pavillon gauche de la place du château. Du côté de l'aile de la Reine, l'architecte éprouve les plus grandes difficultés à cause de l'hôtel de Richelieu bâti sur un réseau non étayé de galeries souterraines. L'acquisition du terrain est longue, de même pour les travaux de soubassement. C'est ainsi que Louis XV organise en 1770 la rencontre entre le Dauphin, futur Louis XVI, et Marie-Antoinette. Louis XV a vu pour la dernière fois son château avant l'aménagement qui suit. Ainsi, de 1773 à 1780, l'aile de la Reine peut être construite avec le pavillon droit sur la place du château. Entre-temps, le jardin de 20 hectares s'est construit aussi, entouré d'un fossé et d'un mur d'escarpe. La terrasse donnant de plein pied sur les appartements royaux est séparée du jardin par un mur. Pour s'y rendre, il faut emprunter l'un des 2 escaliers au centre. Entre 1780 et 1783, après l'aile de la Reine, Ledru de la Châtre reconstruit l'aile des appartements du roi, achevant la façade sur le jardin. De 1783 à 1785, il achève la cour d'honneur en reconstruisant l'aile de la salle des gardes et l'avant-corps central, puis il clôt la cour avec la colonnade. Enfin, de 1785 à 1788, la dernière aile majeure, celle des cuisines, est bâtie. La construction du château est achevée, on finit de meubler, mais Louis XVI et Marie-Antoinette n'ont pas le temps de venir profiter une dernière fois de leur château. La Révolution met un terme aux aménagements de la place d'Armes, c'est-à-dire la place du château. Les meubles sont pillés, vendus, et le château reste à l'abandon. À côté, les carmélites sont chassés, contraintes de se réfugier chez l'habitant autour de l'église Saint-Antoine avant d'être arrêtés puis guillotinés.
Leur Carmel est désaffecté et détruit. On construit des maisons à la place. Il faut attendre l'avènement et le sacre de Napoléon Ier pour que la résidence de Compiègne soit habitée de nouveau. À partir de 1807, l'empereur veut faire de son palais impérial une demeure de nouveau resplendissante. Outre les travaux de restauration et de réaménagement, comme la salle de bal sous la houlette de Louis-Martin Berthaud, il fait replanter le jardin, abandonné lui aussi. Il veut marquer un nouvel esprit, arguant que ce jardin n'est pas un but de promenade, mais une invitation à partir en forêt. Ainsi, le jardin à la française, avec sa rigueur, ses formes géométriques et ses perspectives, laisse la place à un jardin paysager, où les chemins et les plantations vont en grandissant lorsque l'on s'avance vers la forêt, effaçant peu à peu le contraste entre le palais et la nature. Un changement majeur aussi est la rampe qu'il commande pour pouvoir accéder à ses appartements sur la terrasse directement à cheval ou en carrosse. Sans compter en 1810 le berceau de verdure pour l'impératrice Marie-Louise. Louis XVIII et Charles X ne font pas de grands travaux extérieurs, l'heure n'est plus aux grands projets. En revanche, en 1832, Louis-Philippe Ier, pour les besoins de la cour qui va célébrer le mariage de sa fille au premier roi des Belges, Léopold Ier, fait aménager un théâtre de 800 places dans l'ancien jeu de paume de Louis XV. En 1848, c'est la fin de la monarchie française, la Deuxième République est instaurée brièvement pour 4 ans, puis le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur. Avec le Second Empire, Compiègne va rayonner à travers tout le pays. Car c'est ici, dans ce palais, que les derniers fastes de la cour vont faire venir tout ce que la France recèle de grands militaires, scientifiques, artistes et ingénieurs. En 1859, après 71 ans, une nouvelle aile est construite par Ancelet, celle que l'on appelle depuis la galerie Natoire. Elle est à la fois un raccourci qui coupe la cour des cuisines en deux et une salle de bal et de réception. Elle devient aussi un accès direct lorsque l'on commence à construire de 1866 à 1870 le théâtre impérial doté de 900 places. Il est plus spacieux, la mode des crinolines limitant le petit théâtre Louis-Philippe à 600 places. C'est avec cette dernière réalisation non achevée en 1870 que se termine l'épopée de la construction de cette grande résidence des souverains de France, à la fois château royal et palais impérial, la dernière demeure construite par les rois de France. Mais voyons plus clairement qui a réalisé quelle partie. Louis XV est incontestablement le refondateur de ce château. C'est lui qui a lancé le grand projet de Gabriel. Louis XVI, même s'il n'a fait que poursuivre les idées de son grand-père, a tout de même eu la capacité de construire durant presque tout son règne, malgré les discontinuités dans le financement des travaux. Napoléon Ier a surtout agi pour les travaux intérieurs, le palais étant à l'abandon pendant presque 20 ans. On lui doit pour l'extérieur la recréation du parc dans un nouvel esprit qui est encore celui d'aujourd'hui. Louis-Philippe Ier avec le théâtre, qui est un des rares exemples de cette époque, nous laisse un précieux témoignage de la cour sous la monarchie de Juillet. Enfin, le dernier souverain bâtisseur de Compiègne, Napoléon III, avec la création du théâtre impérial, nous offre une des plus belles acoustiques du monde et le souvenir du premier musée gallo-romain de France dans l'ancienne serre tempérée de la terrasse.